Alors, je m'excuse encore, on s'excuse encore. Donc, la personne qui devait donner la présentation sur FinTech et blockchain a eu un empêchement. Alors, c'est une opportunité pour moi parce que je vais vous parler de la troisième génération en technologie blockchain. Et c'est un sujet que j'ai vraiment beaucoup de passion pour ce projet-là. Alors, c'est un projet qui est très intéressant. Je vais faire en sorte de vous transmettre le meilleur message par rapport à cette technologie-là. Et c'est une présentation qui est basée sur la présentation de Charles Hoskinson. Alors, Charles Hoskinson est le CEO d'une compagnie qui s'appelle IOHK, Input Output Québec. Input Output Hong Kong. Alors, il travaille donc sur ce projet-là. C'est une compagnie qui travaille sur le projet Cardano, et c'est le projet que je vais vous présenter tout de suite. Alors, avant de vous parler de la troisième génération, bien, il faut vous situer par rapport à la première génération. Alors, la première génération, en termes de blockchain, comme on l'a mentionné, c'était le blockchain voulait créer blockchain. Je vais nommer les choses comme elles sont. Alors, Bitcoin est la première génération de blockchain. Et ce que le Bitcoin voulait faire actuellement, c'était de créer une monnaie numérique. Une monnaie qui serait un token qui vivrait sur la blockchain, qui est décentralisée et sécurisée par des ordinateurs partout dans le monde. Alors, le token serait rare, ce qui ferait en sorte que ça prenne de la valeur, et il serait transférable d'une personne à une autre. Alors, ce n'était pas une nouvelle idée, c'est une idée qui existait quand même depuis quelques années, mais les gens du monde de la cryptographie avaient toujours le souci de la double dépense. Donc, être en mesure de transférer un actif de valeur d'une personne tout en transmettant la propriété. Donc, l'exemple que je vous redonnais tout à l'heure, c'est que si je dois 5 $ à une personne et que je veux lui envoyer ça de manière numérique, il faut que je lui envoie le 5 $ et pas que je lui envoie une copie et que je garde l'original. Alors, Bitcoin était vraiment cette idée-là, et ça a commencé à grossir et ça a commencé à amener l'intérêt de beaucoup de personnes. L'intérêt était tellement grand que finalement, la valeur du Bitcoin a commencé à augmenter d'une cent à 2 cents, à 3 cents, à 10 $, jusqu'au prix qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que l'idée, c'était pas tout simplement de transférer un actif d'une personne à une autre. On voulait aussi le transfert d'argent ou le transfert de monétaire. Il peut y avoir des termes et des conditions. Il peut y avoir une histoire dans ce transfert d'argent. Si Alice devait envoyer de l'argent à Bob, et de mettre une condition que je vais t'envoyer cet argent-là si et seulement si tu répares ma voiture. À ce moment-là, on tombe dans le cas de termes et de conditions qui conclut un contrat finalement. Et ce qui était important aussi, c'est qu'on voulait être capable de transmettre cet actif-là, cet argent, d'une personne à une autre sans passer par un intermédiaire. Alors, ça, c'était la première génération. Et la deuxième génération, c'est l'Ethereum. L'Ethereum qui a amené les contrats intelligents. Ces contrats qui permettaient justement d'avoir ces termes et conditions qui permettent de spécialiser une transaction, de la rendre spécifique à un besoin, à un domaine d'affaires. Alors, Ethereum, c'est une plateforme de développement qui a entraîné un nouveau langage de programmation. Un langage de programmation qui permettait donc de spécifier les transactions. Et Ethereum, c'est comme quand JavaScript est arrivé dans le monde du web. Au tout début du web, les transactions ou les pages web étaient des pages statiques. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais ça fonctionnait quand même un petit peu. Par la suite, le JavaScript est venu dynamiser un petit peu les pages web pour les rendre plus flexibles, plus agréables à la vue, et pour faire les pages web que l'on connaît actuellement, comme Google, comme Facebook, qui rendent l'expérience utilisateur beaucoup plus intéressante. Alors, l'Ethereum a amené justement cette capacité-là de pouvoir dynamiser les transactions d'une personne à une autre
et sur des gros volumes. Seulement, cette deuxième génération avait des limites. Alors, il y avait des limites en termes de code pour les informaticiens. Le code était parfois difficile à comprendre. Il y avait aussi des problèmes en temps de performance. Dans les performances, on se rendait compte qu'on n'était pas capable de concurrencer Visa, Mastercard et d'autres grandes compagnies en termes de performance dans le transfert monétaire. Il y avait, comme je vous le disais, l'expérience utilisateur en tant que développeur était très difficile parce que c'était un nouveau langage de programmation et il y avait peu de personnes pour mettre à jour ce langage et donner des conseils aux nouveaux programmeurs. Et il y avait aussi des problèmes de gouvernance. Alors, on en a parlé un petit peu. La gouvernance, c'est dans quelle direction on va, puis comment on a l'argent pour continuer à développer l'application. Alors, parfois, on peut avoir la situation où je nomme une institution financière, je nomme n'importe laquelle, Desjardins, qui peut développer une application blockchain, une seule qui va traiter toute l'entreprise de Desjardins. Mais par la suite, on va avoir une situation où on va avoir Desjardins Assurance Financière et Desjardins qui s'occupent plus des transactions financières, puis Desjardins les assurances. Alors, si la gouvernance n'est pas bonne ou n'est pas établie dès le départ, la blockchain qui était utilisée va se séparer en deux. Fait que ce sont toutes des problématiques qu'une blockchain de troisième génération doit avoir à l'esprit lorsque des nouveaux projets ou de nouvelles startups veulent commencer à émerger. Alors, la troisième génération blockchain, et là je vous parle du projet Cardano, mais le projet Cardano, ce que j'aime de ce projet-là, c'est que c'est un projet qui m'a amené à comprendre et à voir plus loin que ce dont on parlait aujourd'hui. La blockchain, comment ça fonctionne, ou d'où ça vient, comment ça marche, parce que ce projet-là permettait de voir justement les prochaines générations, quels sont les problèmes auxquels ils vont se buter et à quoi ils doivent s'attendre prochainement. Alors, en termes une blockchain de troisième génération doit regarder ces trois problèmes. Le problème de performance, le problème d'interopérabilité et le problème d'entretien et évolution. Alors, le projet Cardano est bâti sur deux principes très importants. Le premier principe, c'est que toutes les sciences, la science qui est développée, suit un processus de revue par les pairs, de peer review. Fait qu'ils s'en vont dans différentes conférences, ils engagent les universités, ils ont des programmes de recherche à travers le monde pour vraiment étudier scientifiquement lorsque l'on veut mettre en place un système de vote ou lorsqu'on veut mettre un système de paiement. Comment on fait? On veut avoir des scientifiques qui peuvent aller dans des conférences avec d'autres scientifiques, que ce soit dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des sciences politiques ou dans le domaine de la cryptographie, où certaines personnes qui ont de credentials, qui ont les compétences, peuvent challenger ces personnes-là pour savoir si, oui ou non, la recherche que tu apportes, est-ce qu'elle est correcte d'un point de vue cryptographique, d'un point de vue science politique. Alors, le deuxième principe, c'est le principe d'assurance qualité. Fait qu'au niveau de l'ingénierie, ils vont faire des tests pour s'assurer que la recherche ou l'article de recherche qu'ils ont mis en place pour le nouveau concept de cryptographie, on veut s'assurer qu'il fonctionne comme programme. Exactement le même principe que si on veut que la NASA utilise, dans le fond, lorsque la NASA veut envoyer une fusée avec des personnes dans la Lune ou dans l'espace, bien, elle s'assure que les scientifiques ont fait leurs travaux et que le programme, le simulateur de vol, fonctionne par rapport à la réalité. Donc, ils ne donnent pas ce projet-là à une gang de développeurs qui vont commencer à développer, qui vont faire des tests comme ci, comme ça, un peu comme Microsoft, qui bug tout le temps avec leur application Windows et tout ça. Non. Eux, ils veulent quelque chose de scientifique, ils veulent quelque chose qui fonctionne, parce que quand la personne, le pilote, est dans la Lune ou le pilote est dans l'avion, il ne faut pas que son logiciel commence à bugger ou commence à ne pas répondre. C'est le même principe qu'ils veulent mettre en place par rapport à ce projet projet blockchain pour mettre en place une plateforme de développement. Alors, je vous l'ai mentionné, donc,
ce projet-là, et les scientifiques et les ingénieurs qui travaillent là-dedans, mettent en place, donc, ils font des publications, ils interagissent avec différentes universités. Et par rapport à l'emphase sur l'assurance qualité, c'est ça que je vous mentionnais. Donc, ils créent des articles et par la suite, ils créent un programme informatique juste pour une fonction. Alors, si je vous donne l'exemple, imaginons qu'ils voudraient créer une calculatrice, ils commenceraient par écrire un article scientifique sur l'addition. L'addition, comment ça fonctionne, il ira à des conférences de mathématiciens, échangera avec les mathématiciens, challengerait les mathématiciens. Par la suite, une fois qu'ils ont bien entouré le problème de l'addition, ils commencent par faire une fonction, juste un petit programme qui fait l'addition. Comme ça, ils peuvent vérifier le principe scientifique avec le programme informatique. Par la suite, lorsqu'ils sont assez confiants, ils commencent à faire le programme de merger ou mettre ensemble toutes les fonctionnalités qui vont créer une calculatrice. Seulement, ce n'est pas juste une calculatrice qu'ils veulent faire. La troisième génération de blockchain, ce qu'ils veulent faire, c'est l'équivalent d'un MATLAB. Quelque chose d'assez puissant pour que des ingénieurs puissent utiliser cette plateforme-là pour bâtir d'autres plateformes, pour soutenir un écosystème basé sur la technologie blockchain. Alors, si on prend les trois principes que je vous ai énoncés pour une troisième génération de technologie blockchain, le premier principe, c'est la performance. Et la performance, c'est it's a tricky word, parce que la performance, on parle de transactions par seconde, on peut parler du réseau également, et on peut parler aussi de données. Alors, le terme de transactions par seconde, c'est comme on le mentionne, on veut avoir un certain nombre de transactions assez rapides pour avoir une adoption, pour que les gens l'utilisent à tous les jours. Par la suite, on a le réseau. Plus il va y avoir de gens qui vont utiliser la technologie blockchain, il peut y avoir plusieurs personnes qui valident les transactions, qui sont intéressées à joindre le réseau pour valider les transactions, pour sécuriser le réseau. Donc, si le réseau grossit, si le nombre de personnes grossit, on veut que les transactions continuent à être rapides. Et il faut aussi savoir qu'il peut y avoir des gros volumes de transactions. On pourrait parler même de gigabytes de volume de transactions qui doivent circuler sur le réseau. Le troisième point, c'est que la blockchain emmagasine de l'information probablement pour toujours. Fait qu'au départ, la blockchain de Bitcoin est assez grosse à télécharger. Et l'idée, c'est que chacun des nœuds ait une copie de cette blockchain-là pour valider les transactions. Sauf qu'il y a certains ordinateurs qui n'auront pas la capacité de pouvoir stocker l'information. Donc, il faut être capable de gérer cette information-là. Et c'est sûr que la transaction que j'ai faite il y a 5 ans, c'est probablement plus nécessaire de traîner cette transaction-là sur chacun des nœuds et de répliquer ça, de la conserver. Il peut y avoir des moyens pour sectionner ou pour des mécanismes pour pouvoir ne pas avoir à traîner toute cette information-là. Alors, en termes de transactions par seconde, ils ont un protocole qui s'appelle Ouroboros. Et que je rentre un peu je vais survoler ça, mais juste dans l'idée de vous dire que c'est un protocole qui est passé par plusieurs validations sur différents thèmes. Alors, quand je vous dis qu'ils participent à des conférences, c'est que le papier qui décrit comment ce protocole fonctionne a été présenté à Crypto 17, Eurocrypt. C'est toutes des conférences cryptographiques. Alors, pour vous dire à quel point ils sont minutieux et à quel point ils veulent bien faire leurs affaires, c'est que pour passer dans certaines conférences ou pour faire certaines publications, il faut être choisi. Fait qu'on envoie un document. Le document passe à travers les pages de certaines personnes en cryptographie. Et si le sujet est intéressant et qu'il n'y a pas trop d'erreurs, à ce moment-là, vous êtes accepté pour pouvoir présenter votre découverte au niveau de la cryptographie. La présenter et recevoir des critiques aussi, parce qu'on va vous challenger, parce que vous entrez dans le domaine particulier de certaines personnes qui s'y connaissent dans ce domaine-là. C'est la manière de s'assurer que ce qu'on veut présenter, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut programmer et offrir à tout le monde, on veut s'assurer que c'est solide. Et on veut s'assurer que c'est solide, pas en présentant des choses à vous ou à moi ou à d'autres personnes. On veut présenter ça dans certains domaines d'affaires
contrôlé par des personnes qui ont des doctorats, etc., etc. Alors, ce protocole-là aussi, on parle aussi beaucoup de blockchain et de mining qui fait en sorte que ça peut consommer beaucoup d'énergie. On a entendu ça beaucoup dans la journée, mais il faut savoir que cette technologie-là est en constante évolution. Fait qu'actuellement, oui, le Bitcoin ou certaines crypto-monnaies consomment beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup d'innovations qui sont faites, entre autres pour récupérer l'énergie ou alors pour en utiliser beaucoup moins. Fait qu'il faut savoir que cette technologie, la première crypto-monnaie a été conçue il y a 10 ans, fait qu'on est en phase d'amélioration continue de ce côté-là. Alors, au niveau du réseau, un bon exemple que je pourrais vous donner, c'est le téléchargement de vidéos. Alors, quand on a un vidéo qui est quand même assez massif et qu'on veut le télécharger, plus on a de monde sur le réseau, plus ça va vite. Plus on a de monde qui télécharge Game of Thrones ou les Harry Potter dans le temps où c'était populaire, plus le téléchargement se passe rapidement. Tandis que si je veux télécharger Pee-wee s'en va à la plage ou quelque chose comme ça, s'il y a juste une seule personne qui l'a dans tout le monde et que cette personne-là a son ordinateur éteint, à ce moment-là, ça va prendre beaucoup de temps à le télécharger. Ça va être la même chose pour transmettre l'information, transmettre les nouveaux blocs sur le réseau. Il y a une recherche qui se fait actuellement à Boston sur l'architecture RINA, qui est, dans le fond, c'est plus technique, mais c'est basé sur TCP/IP, la manière dont l'Internet fonctionne. Fait que l'idée, c'est de revoir l'architecture de comment c'est fait pour pouvoir transmettre l'information plus rapidement sur le réseau. Alors, c'est un processus de recherche, c'est un processus de mise en place, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, plus j'ai de personnes sur le réseau, plus le réseau doit être rapide. Donc, bénéficier du potentiel de toutes ces personnes-là pour transmettre beaucoup plus rapidement l'information de la manière dont les torrents ou le téléchargement fonctionnent. Le troisième point, c'est les données. Alors, les données, c'est quelque chose que le projet commence à faire de la recherche également, mais actuellement, le stockage de données n'est pas très cher. Alors, c'est quand même facile de se procurer des terabytes de données pour pouvoir emmagasiner la blockchain qui grossit à vue d'œil. Mais on veut quand même se dire que on veut donner la possibilité à toutes les personnes sur le réseau, même des personnes qui sont en Afrique, qui ont des vieux Windows 95 ou des vieux PC, de pouvoir participer sur le réseau. Donc pour ça, on veut utiliser des techniques comme le pruning, le sidechain et d'autres compressions de données. Fait qu'on comprime la donnée pour pouvoir la transférer plus rapidement, sachant que cette donnée vient de l'historique. Mais on s'assure également que même si la blockchain est comprimée, que les vieilles transactions sont comprimées, bien on veut avoir la même garantie que si j'effectue une nouvelle transaction, que les ordinateurs soient capables de valider les transactions pour s'assurer que, à la base, j'ai l'argent, puis je l'ai reçu. D'où cet argent-là? Je l'ai reçu de 10 autres transactions qui ont été effectuées dans le passé. Alors, l'idéal dans le projet Cardano, c'est de mettre en place tous ces mécanismes-là, de faire la recherche et de le mettre en place quand le besoin va être au rendez-vous. Ça ne sert à rien d'y aller à l'avance et de prévoir à l'avance. Il faut toujours attendre lorsqu'on en a besoin pour pouvoir mettre en place ces nouvelles technologies-là et ces nouvelles pratiques. Alors, le deuxième sujet ou le deuxième pilier d'une blockchain qui veut entrer dans la troisième génération, c'est l'idée de l'interopérabilité. Alors, l'interopérabilité, l'idée là-dedans, c'est de se dire qu'il n'y aura pas une blockchain pour tout le monde. Et que l'humain étant ce qu'il est, de manière générale, il préfère avoir la diversité, le choix. Et actuellement, les différentes blockchains ont de la difficulté à parler entre eux. Fait que ce sont des silos qui vivent chacun de leur côté, et lorsque on essaie de les faire communiquer ensemble, ça ne fonctionne pas. Et l'idée, c'est d'avoir un protocole ou d'avoir un standard pour être capable de passer l'information
d'une blockchain à une autre. Parce qu'actuellement, étant donné qu'ils ne sont pas capables d'interagir entre eux, bien, on a besoin, encore une fois, d'un intermédiaire de confiance qui est capable de prendre une transaction, on l'envoie à cet intermédiaire prend l'information et est en contrôle de cette information-là. Mais l'idée dans le monde, le nouveau monde, avec les blockchains, les startups, c'est d'être capable de prendre cette information et d'avoir un standard pour communiquer avec les autres blockchains. L'idée, c'est d'avoir un Internet de blockchain. L'idée, c'est qu'une startup ou que même dans la même entreprise ou dans l'idée que j'ai une compagnie d'assurance et que cette compagnie d'assurance voudrait que je fasse affaire avec une autre compagnie pour enregistrer mes biens de valeur. Il y avait un exemple qui avait été donné sur les sacs, sur la traçabilité des manufacturiers. Fait qu'il y a une compagnie qui permet de valider que le sac Gucci que vous avez acheté est un vrai sac Gucci. Évitez la contrefaçon. Alors, Desjardins, je donne l'exemple de Desjardins, pourrait avoir dans ses clauses d'assurance le fait de, si jamais vous avez des biens qui valent un bon montant d'argent, utilisez cette application-là ou utilisez cette blockchain-là pour qu'on soit sûr que le sac Gucci que vous déclarez de X nombre de montants, il a été fabriqué, puis il est authentifié par la marque Gucci ou tel autre produit de luxe. Alors l'idée, c'est qu'il faut avoir un moyen que les blockchains parlent entre eux pour être en mesure de développer plusieurs domaines d'affaires ou plusieurs services d'affaires avec différentes compagnies. Et c'est l'idée aussi, parce qu'on en a énormément parlé, des blockchains privées puis des blockchains publiques. Une blockchain privée qui peut être initiée par n'importe quelle compagnie devrait être en mesure de parler à une blockchain publique aussi. Sinon, on se l'est dit, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, mais même si, d'un côté, on a donc la possibilité de parler d'une blockchain à une autre et d'une crypto-monnaie à une autre, l'important, c'est que la partie du nouveau monde soit capable de parler aux vieilles institutions, aux legacy, au gouvernement, aux institutions financières. Parce qu'on en a parlé un petit peu, il y a énormément de compagnies, des startups qui vont aller chercher du financement, non plus en passant par les banques et les venture capital, mais ils vont utiliser le monde sur Internet. Alors, même si on est une entreprise et qu'on a beaucoup d'argent ou beaucoup d'actifs qui valent beaucoup de valeur dans le nouveau monde des crypto-monnaies et dans le nouveau monde de la blockchain, souvent, il faut toujours être capable de faire affaire avec le vieux monde, le legacy. Alors l'idée, c'est justement cette compagnie-là qui fait une levée de fonds. Beaucoup de personnes leur envoient de l'argent, pas de l'argent, des crypto-monnaies. Et une fois qu'on a toutes ces crypto-monnaies-là, il faut les sécuriser dans un compte en banque. Fait que là, on veut basculer l'interopérabilité, on veut basculer dans le legacy, dans le vieux monde. Et là, quand on va aller ouvrir un compte à la banque, la banque, c'est une entité qui est régulée. C'est une entité qui doit soulever des actions suspicieuses, qui a des relations avec le gouvernement. Et cette entité-là, cette institution-là va vous poser les questions, d'où vient l'argent? Alors vous avez dit, j'ai été bon, j'ai monté une compagnie, puis j'ai eu beaucoup de financement. Et l'institution financière va vous demander d'avoir un peu plus de contexte, un peu plus d'informations. Et elle va vous demander, mais qui sont vos clients? Qui sont vos investisseurs? Et là, vous allez leur dire que mes investisseurs, c'est juste des gens sur Internet. Là. Je leur ai parlé de mon idée, puis ils avaient des crypto-monnaies, fait qu'ils ont pu m'envoyer des crypto-monnaies. Mais malheureusement, ce n'est pas une bonne réponse pour la banque. La banque risque de vous dire que nous, ça ne nous correspond pas. C'est trop risqué comme investissement, c'est trop risqué de prendre votre argent. Alors, ils vont vous interrompre. Parce que la banque, encore une fois, doit respecter des principes comme les principes qui sont énoncés ici. Les principes de métadonnées, des principes d'identification, des principes de conformité. Alors, ces principes-là, ce sont des principes qui sont très mal représentés dans le monde de la blockchain et dans le monde des crypto-monnaies. Mais ce sont des principes qui sont le pain et le beurre des institutions gouvernementales et des institutions financières.
Alors, l'idée, c'est d'être en mesure de mettre cette information-là lorsqu'on en a besoin. L'idée du projet Cardano, c'est de se dire, si on veut faire affaire avec le vieux monde ou avec si on veut être capable d'échanger de l'information avec ces institutions-là, il faut être capable d'intégrer des métadonnées. Les métadonnées, c'est ce qui est important pour ces institutions. Et une métadonnée dans une transaction, c'est pas de savoir, bon, ben, j'ai dépensé 5 $. L'idée, c'est de dire où est-ce que vous avez dépensé ce 5 $-là, dans quel contexte vous l'avez dépensé, avec qui vous l'avez dépensé, à qui vous l'avez donné. Sauf que toutes ces informations-là, qui sont des métadonnées, sont des données très sensibles, très personnelles. Et mettre ça sur une blockchain qui garde la valeur, et qui garde l'information et qui ne peut pas être supprimée, est très délicate. Alors, ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de pensée à savoir quand est-ce qu'on va mettre cette information-là de métadonnées. Parce que la banque a besoin de cette information-là. Si un transfert d'argent est effectué de Desjardins à la Banque nationale dans la ville de Québec, c'est une information qui a très peu de risques. Mais si une transaction est faite d'une banque Desjardins à une compagnie en Russie, qui est passée par le Qatar, qui est passée par l'Afrique du Sud, à ce moment-là, le niveau de risque de l'institution bancaire est un petit peu différent. Fait que c'est important de gérer ces métadonnées et de pouvoir les mettre dans une transaction lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a un accord entre l'acteur A et l'acteur B. Il y a aussi la notion d'identification. La notion d'identification, c'est vraiment de dire qui est la personne qui envoie et qui est la personne qui reçoit. Dans certains cas, c'est pour des cas de transparence où deux compagnies veulent faire affaire ensemble et veulent garder les livres ouverts et faire en sorte de dire, ben, moi, de telle compagnie, j'envoie de l'argent à telle compagnie pour requérir un service. Donc, dans le cas de certaines transactions, on devrait être capable d'ajouter une identification pour pouvoir, au niveau de la transaction, dans le fond, et garder ça faisable, mais garder ça de manière sécuritaire également, en utilisant beaucoup de cryptographie et en utilisant beaucoup de sécurité pour ne pas que ce soit disponible à la vue de tout le monde. Et le troisième principe, c'est le principe de conformité. Alors, le principe de conformité, ce sont des règles comme le KYC, qui est Know Your Customers, savoir qui vous êtes, AML, qui est pour Anti-Money Laundering, et ATF, c'est pour le financement terroriste. Alors, ce sont toutes des choses, des conformités qu'une entreprise sur les technologies, une entreprise en technologie blockchain doit faire attention et doit appliquer si jamais elle veut faire affaire avec des institutions gouvernementales ou des institutions financières. Alors, le dernier point, c'est l'entretien et l'évolution. Et on parle de gouvernance là-dedans. Alors, l'entretien et l'évolution, c'est vraiment deux principes. C'est un premier principe qui est de savoir comment on paye pour des choses. Alors, parce que les technologies blockchain, certains l'ont mentionné et je pense différemment par rapport à ça, mais les technologies blockchain ne sont pas des compagnies en tant que telles. Il n'y a pas de propriété intellectuelle qu'on peut avoir en disant « cette blockchain ou cette technologie, elle est à moi ». L'idée de... je vais nuancer ce que je veux dire dans le fond. Les technologies blockchain qui sont utilisées comme des infrastructures, qui sont utilisées pour bâtir d'autres applications, ces technologies-là devraient être utilisées comme l'Internet actuellement. Fait qu'actuellement, il n'y a rien il n'y a personne qui contrôle l'Internet. L'Internet n'appartient à personne. Et pourtant, il y a des compagnies qui utilisent l'Internet pour créer Facebook, pour créer YouTube, pour créer Google, etc., etc. Alors, c'est là-dedans que je veux mentionner dans le fond. Et ces compagnies qui utilisent l'Internet, l'Internet doit continuer à évoluer. Exactement la même chose que la troisième génération de technologie blockchain. Celle qui veut être les bases pour pouvoir créer d'autres choses doivent être capables de se financer d'une certaine manière. La meilleure manière de se financer pour éviter la centralisation, pour éviter le contrôle de certaines compagnies, c'est d'avoir un système de trésorerie. Le système de trésorerie fait en sorte que lorsqu'il y a une transaction qui est effectuée, il y a un montant d'argent où il y a un fee
au niveau de la transaction qui s'en va dans une trésorerie qui est un compte en banque décentralisé. Un compte en banque qui appartient à la communauté qui s'occupe de gérer cette blockchain-là. Et cette trésorerie-là permet à ce moment-là de financer des nouveaux projets. Alors, lorsqu'il y a un projet qui peut être intéressant, à ce moment-là, ben, on peut soumettre une idée et avoir un système de vote. Il peut y avoir un système de vote qui permettrait de savoir si le projet vaut la peine d'allouer un montant d'argent. Ça fait en sorte que ce n'est pas nécessaire d'aller chercher un venture capital ou d'aller chercher du financement ailleurs. Si jamais vous êtes un développeur qui voulait sécuriser le système, si jamais vous êtes une personne du marketing qui vous dit que ben, moi j'ai une bonne idée pour ce projet-là, ce projet blockchain, fait que je voudrais faire du marketing pour pouvoir aider la communauté, etc. Vous soumettez une idée et à ce moment-là, les personnes qui participent, la communauté de cette crypto-monnaie-là qui est décentralisée, qui n'est contrôlée pas par une entité, peuvent voter. Et encore une fois, le système de vote, c'est un système que le projet est en train de mettre en place parce que même là-dedans, on veut inciter les gens à voter. On veut inciter les gens à participer. On veut inciter la communauté à participer, à s'impliquer. Et si jamais vous n'êtes pas intéressé ou qu'il vous manque des connaissances, ils utilisent le système de démocratie liquide. C'est que ça vous permet de donner votre vote à une personne de confiance dans la communauté. Et qu'en donnant votre vote à cette personne de confiance, vous vous dites que ben, je n'ai pas les connaissances techniques ou je ne suis pas le projet jour à jour, mais je fais confiance en cette personne-là. Elle peut voter pour ma part. Fait que ça, c'est un système pour assurer l'entretien et l'évolution du système. Le dernier point, c'est de savoir dans quelle direction on va. Fait que souvent, dans cette troisième génération de technologie, il pourrait y avoir une entité centrale qui décide, ben nous, on veut s'en aller dans telle direction. Nous, on veut emmener les gens dans telle direction. Mais l'idée de la technologie blockchain, c'est une décentralisation. C'est la démocratie. Fait que l'idée, c'est de se dire, si on veut émettre des changements, ben, idéalement, on va proposer des changements et on veut éviter d'avoir des splits, des bris, qui font en sorte de se rendre compte avec l'exemple que je vous donnais avec Desjardins, qui est services financiers puis assurance, qui au début sont ensemble et que finalement on se divisent. Alors l'idée, c'est d'avoir des mécanismes pour proposer des évolutions du système. Et quand on propose ces évolutions-là, eh bien, il faudrait y avoir un mécanisme pour avoir de la rigueur, à savoir si ça vaut la peine d'avoir ce changement ou si ce changement peut être prioritaire. À ce moment-là, ben, on peut se baser sur la Constitution, sur la loi fondamentale d'un pays. Parce que si on prend cette analogie-là, la loi fondamentale est une institution où c'est une représentation qui ne change pas trop, mais qui s'en va par itération. Lorsqu'on veut faire un changement, ben on a un projet de loi, et puis ce projet-là de loi est regardé, il est voté, etc. Généralement, ça se passe de manière démocratique, mais comme je vous l'ai mentionné ce matin, il peut toujours y avoir des compromis à faire sur l'idée de la démocratie. Alors, c'est ça l'idée d'une troisième génération blockchain. C'est une troisième génération qui se veut améliorer la performance. Améliorer la performance à 3 niveaux, au niveau du temps de transactions par seconde, au niveau du réseau, puis au niveau des données. Elle veut aussi avoir des standards d'interopérabilité entre le nouveau monde et le legacy, un petit peu comme je me suis exprimé. Et c'est l'idée aussi de prévoir l'entretien et l'évolution, parce que l'idée de troisième génération des structures de technologie blockchain, c'est pour bâtir d'autres choses, et on veut que ces structures-là n'appartiennent pas à une personne ou à un groupe de personnes. On veut que ce soit décentralisé, on veut que ce soit le plus ouvert possible. Alors, de ce côté-là, il faut avoir une trésorerie pour être capable de se financer, pour être capable que plus le projet augmente, plus la plateforme augmente, ben on ait du budget pour continuer à maintenir cette blockchain-là. Et on veut aussi avoir des bons systèmes de vote, des bons systèmes pour savoir comment amener les changements, puis les mettre en place. Alors, ça va clôturer la dernière rencontre. Vous êtes fatigué, mais si vous avez des questions, je suis prêt à répondre quand même.
Ben, oui, OK, vas-y, oui. Comment est-ce que Cardano va faire pour compétitionner avec d'autres projets de troisième génération, considérant qu'il n'y a pas toujours, il n'a pas encore commencé toute la programmation des contrats intelligents, tout ça, puis là, les autres projets commencent déjà à grossir, à avoir du network effect. C'est quoi, selon toi, les avantages de Cardano pour faire qu'un projet va passer d'une autre plateforme vers Cardano ou va débuter sur Cardano? Ben, de ce côté-là, c'est que on peut se dire que oui, il y a de la concurrence avec les différentes plateformes. Seulement, étant donné qu'on est quand même au début de cette nouvelle technologie-là, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas un sprint, c'est un marathon finalement. Fait que eux, on peut croire que le processus de se dire bon ben on passe par des conférences ou on passe par une méthode plus académique avant de développer, avant de rendre un produit disponible, ben c'est plus lent. Mais oui, ça peut être plus lent, mais en même temps, ça peut avoir la possibilité de s'assurer que ce qu'on lance fonctionne du premier coup, plutôt que d'avoir des lancements, puis là, il peut y avoir des failles et tout ça. Fait que l'idée, c'est pas tant de se dire, ben, ils ont des compétiteurs, puis oui, il y a de la compétition dans cet espace-là, mais c'est de se dire, OK, on avance à petits pas, puis on essaie de grossir la communauté, mais il faut mettre l'emphase sur ce qui est important, et après ça, de prioriser ça, d'être performant là-dedans, et le reste va suivre au fur et à mesure, dans le fond. Y a-t-il certains aspects de Cardano que toi, tu trouves qui sont vraiment forts, par exemple? Ben, actuellement, c'est sûr que leur plateforme est encore en développement. Alors, ce qui fonctionne actuellement fonctionne vraiment bien. Et dans le fond, c'est plus dans le transfert d'aspects financiers. Fait que la sécurité est là. Ce qui est bien, c'est d'apprendre aussi de comment ils font ces affaires-là. Fait que l'aspect plus académique et l'aspect théorique, et apprendre sur la sécurité, apprendre sur la cryptographie. Ensuite, pas la plateforme, mais l'application qui est utilisée, on voit une nette performance aussi. Fait qu'au début, c'était difficile de synchroniser la blockchain avec la plateforme, avec l'application, mais quand ils ont sorti leur nouvelle mise à jour, là, c'était beaucoup plus rapide. Là. Fait qu'on est passé, mettons, d'une journée pour synchroniser à vraiment même pas 10 minutes. Là. Fait qu'on voit que les améliorations qu'ils amènent sont des vraies améliorations. Là. Oui. J'aimerais comprendre en fait les facteurs de réussite d'un projet quand même ambitieux comme celui-là, qui est vraiment complètement décentralisé, qui est contraire à tout ce qu'on a pu voir dans le milieu des affaires par le passé, ou est-ce que c'est des gens qui avaient des sous puis qui ont poussé certaines personnes qui avaient le talent à construire ce genre d'infrastructure-là, puisque c'est un peu le contraire. J'aimerais comprendre peut-être. Les facteurs de succès, ben, c'est de rater puis d'apprendre de ses erreurs finalement. Fait que l'une des personnes qui s'occupe de ce projet-là, une des têtes pensantes de ce projet-là, a contribué à 2 projets blockchain qui ont eu des succès, dont Ethereum. C'était l'un des cofondateurs d'Ethereum qui voyait un petit peu justement la première génération. Il est là depuis longtemps. Fait que ça permet, dans le fond, quand tu commences à regarder ces vidéos et à le voir parler, ça vous donne un gros historique de tout ce qui s'est fait. Fait que même la technologie blockchain existe depuis 10 ans. Fait que même si vous plongez dans cette technologie-là, à partir de là maintenant, suivre quelqu'un comme ça c'est comme une bibliothèque. Ça vous permet de vous remettre 10 ans en arrière, puis de savoir comment ça a commencé. Les premières conférences blockchain, Charles Hoskinson. Mais les premières conférences blockchain ressemblaient un petit peu à ce que je vous ai mentionné. On a envoyé plein d'invitations, puis finalement, il y avait 2-3 personnes qui se présentaient. La première conférence blockchain qui avait été faite à Las Vegas, il y avait une centaine de personnes et ça coûtait 30 pièces se présenter là. Maintenant, une conférence à Las Vegas, ben, c'est minimum 3000 personnes et c'est minimum 5000 l'entrée. Fait que l'idée là-dedans, tu me demandes quels sont les facteurs de réussite. Souvent, ce sont des personnes comme ça qui sont là depuis longtemps. Et en passant, ben, je vais essayer de l'avoir à la prochaine édition. Ce serait très intéressant. Mais l'idée, c'est qu'on a ces personnes-là qui ont vécu déjà tous les changements, tout l'historique
toutes les premières et deuxième générations et qui se disent, lui spécifiquement, bien, OK, on veut faire quelque chose, mais on veut faire quelque chose de solide. On ne veut pas faire quelque chose de vite et rapide. On veut créer un protocole que dans 50 ans, les gens vont se rappeler de ce protocole-là et ils vont encore l'utiliser. Probablement qu'ils ne le sauront pas, mais ils vont encore l'utiliser. C'est l'idée en arrière. Et comment faire ça? Bien, lui, c'est un ancien professeur en mathématiques. L'idée en arrière de ça, c'est d'y aller de manière empirique, d'y aller de la même manière dont tu veux construire une fusée pour aller dans l'espace. Tu commences par l'académique. Tu commences par aller avec rigueur et apprendre des notions, faire de la recherche et aller chercher de la confrontation avec des personnes qui sont en mesure de te confronter sur des idées de cryptographie, sur des idées de sciences politiques, sur des idées de système de vote. Une fois que tu es sûr ou que tu as une bonne idée de comment ça fonctionne et comment tu vas faire ton système, ben là, tu ne peux pas aller nécessairement en Amérique du Nord ou en Europe pour dire, bon, ben, écoutez, là, j'ai un système, ça va fonctionner. Vous devez abandonner ou mettre un peu de côté ou adapter la manière dont vos systèmes fonctionnent, puis adapter mon système. Malheureusement, tu ne peux pas faire ça quand tu as une nouvelle technologie, une nouvelle innovation. Fait que ce que tu fais, c'est que tu vas à des endroits là où la technologie est vraiment nécessaire. Puis la technologie blockchain, pour être franc avec vous, elle n'est pas nécessairement nécessaire en Amérique du Nord. Parce que le niveau technologique de l'Amérique du Nord est ici. Fait que ce n'est pas une priorité d'aller chercher une innovation technologique, mais le niveau technologie en Afrique est ici. Fait qu'eux ont besoin de cette technologie-là. Eux ont besoin d'innovation. Eux, ils en demandent. Alors qu'ici, on est en train de se dire, ben, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Là-bas, ils disent, ben, quand est-ce que vous arrivez? Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont développé des partenariats, notamment au Rwanda, en Éthiopie, pour justement avoir des systèmes capables de répertorier le processus de vente de café. Fait que quelqu'un qui a un champ avec différents arbres qui font du café, bien, il ne peut pas se permettre de couper son arbre parce que s'il coupe son arbre, ça veut dire qu'il n'a plus à manger. Alors que s'il coupe l'arbre, l'arbre en grandissant prend 2 fois plus de volume. Fait qu'en allant dans ces pays-là et en disant, bon, ben, OK, on va utiliser la technologie blockchain, tu vas pouvoir avoir une identité. Et avec cette identité-là, on peut être sûr que tu es une personne, que ton identité est sur la blockchain, elle est reconnue. On peut être sûr que ton terrain t'appartient parce qu'elle est sur la blockchain. On ne fait pas nécessairement confiance au gouvernement local qui peut avoir de la fraude là-dedans. Fait qu'en gérant l'identité, en gérant l'actif de la personne, en lui donnant ce pouvoir-là, il peut après ça aller chercher du financement auprès d'autres compagnies en dehors du pays. Fait qu'une fois qu'il va chercher ce financement-là, ça lui permet d'aller chercher un prêt financier, et on ne parle pas de prêt financier de 200 000 pour acheter une maison. Ça peut être un prêt financier de 500 $, même 500 $ ou de 5 000 $. Ça permet d'avoir ce prêt-là, de l'automatiser avec des contrats intelligents et de dire à la personne, ben, je te prête un 5 000 $ et puis tu me repayes dans 1 an, dans 2 ans. Si tu ne me repayes pas, ben, une partie de ton terrain va m'appartenir. Et sinon, si jamais, lorsque tu coupes, ça devient plus gros, à ce moment-là, tu commences à échanger avec des marchands, puis à ce moment-là, tu as un pouvoir d'achat. À ce moment-là, tu peux bâtir une économie. À ce moment-là, tu deviens plus autonome et tu deviens plus compétitif sur le marché, au lieu de garder le contrôle de grosses institutions qui contrôlent les marchés du café et d'autres minerais dans ces pays en voie de développement. Je vais prendre une dernière question, puis on va aller au mot de la fin. En fait, c'était juste un petit complément oui. Au sujet de la question précédente. Le modèle du logiciel libre comme Apache, par exemple, c'est exactement ce même modèle-là, et des innovations qui sont faites dans ces modèles de manière importante. D'ailleurs, il y a beaucoup d'innovations dans le monde de l'informatique aujourd'hui qui viennent de là. Donc, c'est un modèle qui est prouvé. Oui, effectivement, exactement. Oui.
Mhm. Justement, comment on interagit avec toute la legacy, le volet politique qu'on ne contrôle pas. Il y a des choses qu'on contrôle, mais il y a toujours notre système actuel qui Oui. interagit, qui peut du jour au lendemain décider non, ça n'appartient pas à telle personne, ça va m'appartenir à moi, alors que la personne transige déjà des actions, puis il y a un contrat là-dessus intelligent, puis comment ça fonctionne avec notre monde actuel d'aujourd'hui? Eh bien, le monde actuel où les gouvernements en tant que tels n'ont pas le choix d'évoluer. Fait que si vous êtes un peu familier, la Chine, l'année dernière, avait banni le Bitcoin, la technologie blockchain, les entreprises, etc., etc. C'était tabou de parler du blockchain en Chine. Et puis tout simplement, un an plus tard, ben, finalement, non, on bannit rien, c'est correct. Ben, non, je m'excuse. Finalement, un an plus tard, c'est un tribunal qui a exigé, parce qu'il y a eu finalement un problème légal par rapport à la crypto-monnaie, etc., fait qu'ils ont reconnu le Bitcoin comme une vraie monnaie, comme un vrai actif. Fait que c'était une évolution de la Chine qui est un marché très fermé, qui est un marché très ancien, mais il n'y a pas... C'est triste à dire, mais le gouvernement, le légal, n'a pas le choix que d'évoluer dans ce sens-là. Parce que s'il n'évolue pas, ben, c'est un petit peu comme on le mentionnait dans le panel, et c'était une question que j'avais, c'est que si le gouvernement met des freins à cette innovation-là, ben, c'est pas compliqué, les gens vont aller ailleurs. En fait, c'est ça la question un peu. Il y a une partie du monde qui va accepter, l'autre partie qui n'accepte pas. Mm-hmm. Donc, comment ce monde-là peut justement, comment la technologie peut aider ce monde-là qui est à côté, puis que lui, malgré tous les actifs qu'il a, il ne peut pas les échanger. C'est ça. Puis ça devient un problème politique, puis c'est la politique, je ne dis pas tout le monde, mais une partie du monde pourrait subir ça. Oui. Même en ayant la technologie, elle ne peut pas accéder, disons, à ces avantages. Mais ça, encore une fois, oui, c'est un problème politique et c'est la politique qui doit changer à ce moment-là. Même si ça prend 5 à 10 ans, vous allez avoir un pays qui va intégrer cette technologie-là où les gens seront libres, où les gens auront une identité, où les gens seront plus heureux finalement. Et vous allez avoir le pays à côté qui dit non, nous, on ne veut rien savoir. Fait qu'ils peuvent essayer de ne rien savoir, et ils peuvent essayer de nier, puis ils peuvent essayer de bloquer, mais un jour ou l'autre, ils n'auront pas le choix que d'accepter cette technologie-là. Exactement comme les 5 points que je mentionnais, ça va toucher même les gouvernements à ce moment-là. Parce que même la technologie blockchain est très utilisée, ou va être déjà très utilisée dans les systèmes de vote. Alors, c'était un projet que j'avais de développer justement un système de vote dans des pays en voie de développement. Malheureusement, ce sont mes parents qui m'ont freiné. Ce n'est pas le gouvernement, mais c'est mes parents qui m'ont freiné en me disant non, écoute, tu t'en vas pas en Afrique pour avoir un système de vote qui est transparent, qui permet de ne pas frauder, puis tout ça. Là. On veut te garder en vie. Fait que, malheureusement, jusqu'à ce que ce côté-là gouvernemental avance, ça va avoir un frein sur la technologie, mais encore une fois, il y a des pays qui l'adoptent. Fait que c'est en prouvant que ça fonctionne dans certains pays, dans des pays moins développés, que les pays développés vont se dire, bon, bah, OK, ils vont réaliser que ça fonctionne, que les gens que, mettons, quelqu'un qui n'a pas d'identité ou quelqu'un qui n'a pas de registre foncier dans un pays, dans un certain pays, bien, en développant tout ça, c'est un marché pour d'autres pays. Ce sont des marchés qui deviennent internationaux et qui deviennent encore plus inclusifs que ce qui existe actuellement, comme je vous le mentionnais. À partir du moment où la personne a accès à son capital, a accès à le total contrôle de ses actifs, ça devient un marché pour d'autres personnes, pour d'autres entités. Après ça, oui, il y a le côté politique, géopolitique, mais même de ce côté-là, s'il y a du financement un petit peu, là, ça devrait passer aussi. Là. Alors, dernière question rapide, oui. En fait, ça revient à la question que j'avais soulevée ce matin, concernant en fait le monopole, etc., oui. dans certains secteurs, entre autres dans le secteur financier, etc. Oui. Et en plus, ce que je vois en fait dans la philosophie du blockchain,
il y a des choses qui sont contradictoires. Par exemple, on veut qu'il y ait, l'idée initiale, c'était en fait de démocratiser, c'est-à-dire d'éviter en fait les secteurs financiers parce qu'ils bouffent beaucoup d'argent et faciliter en fait les transactions pour qu'ils soient presque gratuites. Donc c'est une idée de démocratisation et vous parlez aussi du vote. Donc un système pareil, une philosophie pareille pourrait être vraiment bénéfique si on l'implémente, par exemple, dans des pays qui ne sont pas démocratiques. Ça assure une certaine vérité, en fait, véracité des choses. Sauf que c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que on prend ça, mais on le retourne toujours, vers ceux qui tiennent toujours le monopole. Monopole financier, monopole politique. C'est ça qui est un peu contradictoire. Le départ, il était magnifique. L'idée parfaite pour faire un monde plus équitable, plus démocratique. Mais en réalité, au cours de l'évolution de cette idée-là, on commence à lui changer de facettes, d'aspect, etc. Je vous dirais qu'on ne change pas d'aspect. Ce que je vous dirais, c'est, encore une fois, la même chose pour l'Internet. L'Internet a permis à certaines personnes un exemple que je donnais dans une autre conférence, c'était, OK, à l'époque, avant que l'Internet n'existe et soit ce qu'elle est, les reporters étaient les seules personnes qui était possible d'aller dans un pays puis faire des reportages, donner leur avis, donner leur opinion. Ils avaient une plateforme. Les compagnies avaient un monopole parce que c'était juste les nouvelles de ces pays-là qu'on donnait. Ça, c'était au début de l'Internet. L'Internet est arrivé et là, maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout le monde peut devenir un reporter. Tout le monde peut être aussi bon c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais tout le monde peut être aussi bon qu'un reporter canadien qui s'en va dans un pays d'Afrique pour faire un reportage ou pour dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays d'Afrique-là. Finalement, ça donne l'opportunité à de nouvelles personnes d'avoir un nouveau domaine d'affaires dans lequel ils vont avoir plus de crédibilité et dans lequel ils vont avoir le potentiel de toucher plus de personnes. Toucher des locaux, des personnes qui ne sont pas dans leur pays. Et finalement, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que les personnes qui sont dans un autre pays sont capables d'accéder à une information qui est beaucoup plus, qui les touche beaucoup plus, parce que c'est une personne de ce pays-là. Les monopoles existent toujours. Il y a toujours les Radio-Canada, il y a toujours les CBC, il y a toujours les CNN, mais il y a également YouTube. YouTube qui permet de donner une voix à ces personnes-là. Et ça, c'est l'Internet qui l'a créé. Et on veut faire la même chose avec cette technologie-là. La technologie, donc, va permettre à inclure des personnes qui n'ont pas accès à certaines finances ou qui n'ont pas accès à une certaine transparence. Alors, les personnes qui seront en contrôle seront toujours en contrôle. Et comme je le mentionnais au départ, ils vont utiliser la technologie de manière fermée. Ils vont vouloir utiliser cette technologie-là en évitant, en voulant avoir de la censure, en voulant avoir du contrôle, en voulant avoir d'autres choses. Fait que soit ils vont aller dans cette direction-là, ce que certaines personnes disent, ça ne marchera pas, à l'identique qu'au début de l'Internet. Au début de l'Internet, les gens ne voulaient pas de l'Internet. Finalement, ils ont commencé à créer des intranets. Les intranets que finalement personne n'utilise actuellement, sauf les compagnies, justement les grandes entreprises, mais que finalement, ces intranets sont devenus de l'Internet, ouverts à tout le monde, capables d'aller consulter de l'information partout ailleurs, capables de savoir comment une compagnie en Australie fonctionne alors que je me trouve au Canada. Fait que c'est ça l'idée. Et je comprends que, je l'ai mentionné au début, je comprends que pour l'instant, c'est difficile de percevoir les possibilités ou de percevoir que c'est une technologie qui va continuer à être démocratique. Mais on essaye de s'en aller dans cette direction-là. Et par rapport à ces gouvernements ou ces institutions, ce sur quoi je travaille pour essayer d'aller en Afrique, pour essayer d'aider un petit peu dans certains systèmes de vote, c'est d'y aller petit à petit. C'est d'y aller à petits pas, de dire, bon, ben, OK, on commence dans une circonscription.
On commence par faire des essais. On commence par expérimenter. Une fois qu'on expérimente dans un petit bassin de population, après ça, on peut viser plus haut. Et quand on vise plus haut, on se dit que l'échéance pour viser plus haut, c'est, mettons, je donne un exemple comme ça, si c'est un système de vote, mettons que le vote est aux 4 ans. Fait que la première année, vous commencez par un 10% de la population. Et là, dans 4 ans, la technologie avance beaucoup plus rapidement. Fait que, imaginons un système de vote avec des téléphones cellulaires. Fait que, on commence par un 10% de la population, ou même à 5%, ou même à 2%. C'est pas grave, tant qu'on est implanté sur place. 4 ans plus tard, ça nous donne le temps de nous préparer pour bâtir la prochaine étape, d'aller chercher un plus gros pourcentage de population, pour avoir un plus gros effet. Fait que si on passe de 5% à 20% avec une technologie qui avance, une technologie où en Afrique, des téléphones intelligents, c'est pratiquement tout le monde qui en avait, alors qu'il n'y a même pas 10 ans, c'était juste les petits Nokia qui étaient tout petits, qui rentraient dans les paumes d'une main. Fait que c'est comme ça qu'on fait des bons. Et c'est comme ça qu'on intègre la technologie, et c'est comme ça qu'on arrive à percer même les plus contrôlants des grandes compagnies ou même les plus contrôlants des gouvernements. Alors, je m'excuse, j'ai pris encore beaucoup de temps. Pour terminer à l'heure, on va aller vers le mot de la fin. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette première édition. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et si vous avez aimé ça, attendez ce qu'on a prévu pour l'année prochaine, là. Alors, là, on va passer rapidement au... Ah, mais attends, moi, je veux dire un petit mot. Oui, vas-y. En fait, toute cette journée-là, tout ce que vous avez vu, là, c'est grâce à Quentin. Parce que c'est lui, là, qui, depuis 3 mois, travaille comme un dingue pour ça. Et vraiment, merci. Merci. Si, c'est mérité. Non, c'était un processus... On va le filmer pour sa maman. Non, Oui, c'est ça. Alors, pour la maman de Quentin, s'il vous plaît, on est très à voir. Non, c'est correct. Non, une personne ne fait rien tout seul. Alors, j'ai eu beaucoup d'aide, notamment de Christophe, notamment de l'équipe de l'ITIS qui nous a aidés, qui est partenaire donc qui représente l'Université Laval. On a eu énormément d'aide de beaucoup de personnes et c'est une grosse application de nos partenaires, de nos conférenciers. Alors, on est vraiment très content du résultat. Et puis, pour l'année prochaine, encore une fois, on vous promet quelque chose de plus gros. Alors, on va espérer que vous reveniez l'année prochaine. Alors, remerciements à nos partenaires, remerciements à l'Université Laval pour nous avoir accueillis dans leurs locaux, remerciements à l'équipe de l'ITIS, remerciements à Cofomo qui a financé en partie cette journée-là. Et puis pour les cadeaux, le tirage, alors l'instant que vous attendez tous, je vais aller chercher la boîte. Est-ce qu'il y a une main innocente dans la salle ou je sais qu'on est à l'université, ça va être difficile. Bon, on va prendre le doyen alors. Qui est le doyen de la salle? Qui a plus de 65 ans? 64? 63? 62? Personne? Allez. Ah bah c'est toujours les plus jeunes, c'est pas drôle. Bon, on va attendre que les prix arrivent parce que j'ai peur que le monde devienne dangereux et agressif. J'ai le droit de piger mon billet. Ah ben, écoute... Bon. Est-ce que quelqu'un connaît une blague? Non, ben, à main levée, non pas à main levée. Des commentaires sur la journée, on va prendre ça et on va vous envoyer, suite à la rencontre, on va vous envoyer un petit sondage, appréciation de la journée, qu'est-ce qui devrait changer, formule, puis tout ça. Mais on pourra faire un tour maintenant. Satisfaction des gens? Oui? Est-ce que les présentations qui ont été projetées vont être disponibles? Oui, elles vont être disponibles. On va vous envoyer l'endroit où ça va être disponible et on a filmé aussi les présentations ici puis à l'étage.
Donc, si vous avez des présentations que vous avez manquées, on va pouvoir les rendre disponibles, puis on va vous envoyer un courriel pour vous informer quand est-ce que ça va être disponible et où est-ce que ça va être disponible. Oui? Je vais juste faire un commentaire, puisqu'on manque d'informations sur le sujet, à part nos recherches. Je pense que chacun cherche un peu sur Internet et essaie de trouver l'information. Donc, c'est une très bonne initiative à faire à Québec, à renouveler très rapidement. Oui. Je pense qu'on a une communauté, on a un bassin qui peut justement intéresser. Oui, 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 oui. Et puis, rapidement, non, on va aller au tirage tout de suite. « 016-2598. » Oui. À noter qu'il faut être présent pour gagner le cadeau. Donc, on va en prendre un autre. 2 fois, 3 fois. Un autre. « 0162-563. » Bon. Oh, merci. Non, non. Oui, Vous êtes obligé de piger sans regarder. Ah ouais? OK. c'est le même. Un Google Home. Nice. Je vais pouvoir avoir un ami à la maison. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Bon, on va éviter que tu gagnes 2 fois. Alors, 0162588. 588. Madame. bon, félicitations. Oh, poulet. Fait que merci beaucoup. Merci. Merci. Oh, non, oui, c'est correct. Donc, ce que je voulais mentionner, c'est que si vous avez des projets, si vous avez de l'intérêt à faire des présentations pour l'année prochaine, on va commencer à regarder un petit peu le recrutement, puis les idées, puis tout ça, aux alentours du mois de janvier. Fait que vous avez, si vous voulez, je peux vous donner une carte. J'ai mes collègues. On peut se connecter sur Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., etc. Fait que vous pourrez nous envoyer vos propositions, puis on regardera ça pour l'année prochaine. Alors là, on va avoir le café réseautage, fait que prenez le temps de prendre un café chaud, et puis on se revoit l'année prochaine. Merci infiniment de vous être déplacés. Merci beaucoup et bonne fin de journée.